Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce jeudi de Women avec Patrick Jean. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Donc je suis Adeline Lenz et je vais animer cette session de ce soir avec Sylvie Emery. Nous sommes toutes les deux membres de l'équipe de pilotage de Women. Donc bonsoir Sylvie. Bonsoir. Alors avant de te passer la parole Sylvie pour présenter Patrick et puis nous en dire plus sur le titre de ce soir, Égal à égal, quelle histoire. Je vais rappeler qui nous sommes pendant que les derniers se connectent. Donc, Women by Neoma Alumni, c'est le réseau mixte donc d'hommes et de femmes diplômés de Neoma et qui partagent, qui innovent, qui agissent ensemble pour faire de l'inclusion, de la diversité et de l'égalité professionnelle une réalité dans leur entreprise et dans la société. Et nous avons la chance d'avoir comme marraine Andrés Garcia Poveda, qui est présidente du groupe Legrand, donc l'une des deux présidentes d'un groupe du CAC 40 et qui nous soutient dans nos actions. Les jeudis de Women, comme ce soir, sont des temps de réflexion d'une heure, 1h30, où nous abordons des thèmes, des sujets de société, souvent avec des alumni, ce soir avec un expert, Patrick, et qui sont des gens qui bougent les lignes de la parité, et nous les choisissons pour qu'ils nous inspirent, pour qu'ils nous incitent à changer, parce que ce qui compte pour nous, Women, c'est l'impact. Alors, on en parle beaucoup de l'impact. En fait, pour nous, très humblement, c'est de faire des petits pas chaque jour dans la bonne direction. Donc, merci Patrick d'avoir accepté l'invitation de Sylvie et de nous donner de votre temps ce soir. C'est un grand plaisir de vous accueillir et donc d'entendre vos convictions, votre décryptage de notre quotidien et votre vision sans doute sur les défis que l'on a à relever aujourd'hui et puis pour préparer demain. Donc, l'intervention de Patrick va durer à peu près 45 minutes et nous avons réservé 15 minutes pour vos questions en direct. Donc, participants en ligne, n'hésitez pas dans l'onglet questions-réponses à mettre vos questions au fil de l'intervention de Patrick. Nous ferons avec Sylvie, nous serons vos ambassadrices après l'intervention. Voilà, Sylvie, c'est à toi. Et dans l'onglet discussion, on mettra des liens pour vous permettre de les copier, de les coller pour aller plus loin si vous le souhaitez après la conférence, d'accord? Donc moi, je suis Sylvie Emery, je suis diplômée Rouen 78. Je suis, comme Adeline, une Neoma Alumni engagée dans le club Women. Alors, je suis coach. J'ai toujours été très investie dans l'égalité professionnelle. Et depuis très, très longtemps, je me suis interrogée sur d'où venait la différence de rôle attribuée aux garçons et aux filles. Est-ce que c'était quelque chose de naturel? Est-ce que c'était plutôt culturel? Est-ce que c'était universel? Est-ce qu'il y a eu des époques de matriarcat ou pas du tout? C'est ce genre de questions et j'espère que la conférence de ce soir de Patrick va nous aider à y voir plus clair. Alors, je suis super contente de vous présenter Patrick Jean. Patrick, toi, tu te définis avant tout comme un réalisateur. Après des films que j'ai vus comme La raison du plus fort ou La domination masculine, tu as un nouveau film qui s'appelle Icare, La mesure des choses, qui sort en salle en septembre. C'est un film sur la Méditerranée, c'est un film sur l'hubris, la démesure, l'orgueil. Et comme tu nous disais, c'est peut-être un film sur la masculinité et sa propension à mesurer les choses pour mieux se les approprier. Donc, un réalisateur, mais moi d'abord, Patrick, je t'ai d'abord écouté. Je trouve que tu es un conférencier passionnant. Tu es pro-féministe et plus globalement, tu t'intéresses à tous ces sujets qui impliquent une hiérarchie qui s'établit entre groupes sociaux. Alors, aujourd'hui aussi, tu t'intéresses et tu interviens beaucoup en entreprise, dans des grands groupes pour qui la diversité et l'inclusion au sens large, pas uniquement hommes-femmes, mais toutes les différences de coloris et de culture et de religion auxquelles on peut penser. Je pense qu'en ce moment, tu es en train de beaucoup travailler avec Angie Monde, par exemple, qui investit fortement pour faire des jours entiers de formation de façon à mobiliser ses équipes sur les enjeux de la diversité et de l'inclusion pour embarquer les hommes et les femmes à bord et aller dans cette direction-là.
Alors, ce que j'aimerais bien, moi, ce soir, d'abord, c'est que tu nous aides à y voir plus clair dans ce cold case qui dure depuis perpète de l'égalité homme-femme ou femme-homme dans le sens qu'on voudra. Je te passe la parole. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré. Alors, merci pour cette très gentille présentation. Je commence toujours par rappeler ce qui saute aux yeux. Je suis un homme, je suis blanc, ça saute moins aux yeux, je suis hétérosexuel. Et donc, c'est à ce titre-là que je vous parle aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez entendre la parole d'un homme, c'est-à-dire d'un point de vue particulier, un point de vue d'observation particulier sur le monde, sur la société, avec, on le verra, beaucoup d'angles morts. Il y a énormément de choses que je ne sais pas, et je pense que une des tâches essentielles que nous, les hommes, nous avons à réaliser, c'est apprendre ce que nous ne savons pas. Et donc aussi à nous taire dans un certain nombre de cas pour pouvoir écouter. Donc évidemment, c'est apprendre, tout ce que je vais vous dire est apprendre dans cette perspective. Alors effectivement, Sylvie, je vais essayer de m'appuyer sur les travaux par exemple d'une femme que j'ai beaucoup connue et admirée, Françoise Héritier, grande anthropologue française qui nous a quittés malheureusement, avec qui j'ai fait de très longs 5 heures d'entretien, conversation qui s'appelle Conversation avec Françoise Héritier. Et je vais vous montrer quelques images qui m'aideront à vous raconter cette histoire. Alors, sur cette image, ce que vous avez, c'est l'histoire de l'humanité moderne, c'est-à-dire sapiens, Homo sapiens. Alors, bon là, j'ai écrit 200 000 ans, maintenant on dit c'est sans doute plus, peut-être 250 000 ans. Vous avez donc une ligne du temps. Les débuts de sapiens en Afrique. Ils vivent de manière nomade. Alors bon, quand on dit nomade, ils bougent de quelques kilomètres par génération. En Afrique, ils arrivent, j'ai mis un petit drapeau européen ici, vers 45 000 ans avant aujourd'hui, ils arrivent sur le continent européen. Vous avez ici l'invention de l'agriculture, l'écriture, les peintures de type Lascaux, et maintenant l'an zéro, et maintenant. Donc vous voyez, c'est une histoire qui est extrêmement longue. Alors pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que la question que tu posais, c'est sans doute la plus passionnante. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est naturel? Comment ça s'est construit? D'où ça vient? Et le modèle explicatif le plus convaincant qu'on ait à ce jour, c'est celui qui est issu des travaux de Lévi-Strauss, Héritier et d'autres anthropologues et ethnologues. Ça consiste à observer que ce que nous savons sur cette période, depuis 200 000 ans au moins, c'est que ces groupes d'une vingtaine d'individus qui vivent de manière familiale, c'est-à-dire qu'il y a des liens de famille entre eux, parents, enfants, frères, sœurs, etc., eh bien, quand on retrouve des restes de ces individus, des restes de manière collective, on peut retrouver des bribes d'ADN mitochondrial. Et grâce à cela, retisser les liens familiaux entre les individus. Et ce que l'on sait, ce qu'on observe, c'est que dans les groupes qu'on retrouve, eh bien, les femmes ne sont pas là. Les femmes de la famille, sur une famille donc, les femmes ne sont pas là, elles sont absentes. En revanche, il y a des femmes, mais elles ne sont pas de la famille, elles viennent d'ailleurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'explication la plus évidente, c'est que les groupes ont commencé à faire un échange de femmes, de filles. Alors, on sait, je vous passe les détails, on sait pourquoi aujourd'hui, c'est une manière, c'est pour des raisons évidemment très utilitaristes, qui consiste à créer de l'alliance, non plus seulement au sein de la famille, mais avec d'autres familles. Je te donne ma sœur, tu me donnes ta sœur, nous voilà beaux-frères. Bon, c'était sans doute pas dit comme ça à l'époque, mais c'est ça l'idée. C'est que la famille s'étend au-delà du noyau plus étroit. On commence à faire société. Et Lévi-Strauss disait, c'est le début de la société. C'est de là d'ailleurs que vient la prohibition de l'inceste. Hein. On n'utilise plus les femmes de sa propre succession. On les échange, on les donne en échange d'autres femmes. On crée de l'alliance et du coup, on commence à faire société. Ça veut dire que la première pierre de construction de toute forme des premières formes de société, c'est basé sur l'échange du corps des femmes. C'est évidemment pas rien. Alors pourquoi? Eh bien parce que ces sapiens, ils nous ressemblent, ils sont plus petits que nous, mais ils ont un cerveau déjà très intelligent, ils sont très proches de nous. Si on pouvait faire une ligne du temps avec tous les autres qui ont précédé, c'est beaucoup plus long, c'est très récent en fait cette histoire-là, 200 000 ans, c'est pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on déduit de ce qui se passe à ce moment-là, c'est que
ils ont un cerveau qui leur permet de mettre du sens sur le monde, de poser des questions, de regarder le monde et se dire mais pourquoi? Et de se confronter à ce que Françoise Héritier appelait des butoirs de la pensée, c'est-à-dire des choses avec lesquelles on peut pas négocier. Il y a le jour et la nuit, pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Et parmi ces butoirs de la pensée, il y en a un qui est que quand ils regardent autour d'eux, ils voient des individus de leur famille, ils voient les mammifères et ils observent qu'il y a deux groupes. Il existe deux groupes. Il y a un groupe qui a de temps en temps des petits qui leur sortent du corps et l'autre groupe non. Et puis physiologiquement, ils peuvent observer des différences. Et puis ça, c'est un butoir de la pensée très fort, évidemment. Et puis quand on est dans un groupe, on ne peut pas changer en cours de route, c'est pour la vie. Et puis quand on est soi-même observateur ou observatrice, qu'on soit mâle ou femelle, on appartient à un des deux groupes, obligatoirement. Alors si vous réfléchissez, quand on a dit ça, on a déjà conceptualisé le même et le différent. Je suis même que ceux de mon groupe, mâle ou femelle, et je suis différent de l'autre groupe. On a déjà inventé ce concept. Évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi il y a des enfants qui sortent dans des deux groupes et pas l'autre. Quelle est cette magie qui fait que les femmes portent des enfants et donnent naissance à des enfants? Alors évidemment, le fait d'avoir des descendances, c'est essentiel. Quand on est une vingtaine d'individus dans une nature aussi hostile, c'est absolument essentiel. D'où vient cette magie? Alors, ils avaient déjà compris, ce qui est vraiment pas évident, qu'il y avait un lien de cause à effet entre le coït et la reproduction. Alors c'est énorme, parce qu'il y a quand même 9 mois entre les deux. Moi, je connais des hommes aujourd'hui qui n'ont toujours pas compris le lien de cause à effet entre les deux. Eux, ils l'avaient compris. Eux et elles l'avaient compris. Ce qui est déjà très important. Et donc, ils ont cherché l'explication à ce phénomène. Et l'explication qu'ils ont trouvée très tôt dans l'histoire, parce qu'on le retrouve dans toutes les sociétés du monde, ça veut dire que c'est né avant, c'est celle qu'on raconte encore dans certaines familles aux enfants. L'homme dépose quelque chose dans le ventre de la mère, ça, il pouvait l'observer, dans le corps de la femme, et c'est ce quelque chose qui devient le bébé. Alors, selon les cas, c'est une petite graine, il y a toutes sortes de métaphores. Souvent, la graine, elle revient dans nos cultures à nous, c'est la graine. Il y a encore des livres d'enfants, on raconte ça, qui se vendent en librairie, où le papa met la graine dans la maman. Et donc, les femmes, évidemment, elles sont vides. Ce sont les hommes qui se reproduisent, qui déposent une graine. Les femmes, c'est le pot avec de la terre, elles sont vides. Et donc, selon les cultures, on va les appeler des outres, des calebasses, des vases sacrés chez Aristote. Tout un vocabulaire qui évoque toujours la vacuité des femmes. Alors vous allez me dire, bon, tout ça c'est très joli, c'est passionnant, mais quel rapport avec aujourd'hui? Eh bien, en fait, si on considère que le viol conjugal a été criminalisé dans nos sociétés à la toute fin du XXe siècle, ça veut dire que jusque-là, les hommes étaient légalement propriétaires du corps de leurs femmes, puisque sexuellement, ils pouvaient en faire usage sans contrevenir à la loi. C'est pas un viol. Ils utilisaient le corps de leurs femmes dont ils étaient propriétaires. Jusqu'à la fin du XXe siècle. J'ai écrit un livre sur notamment les questions d'inceste qui s'appelle La loi des pères. Eh bien, le père, c'est une position politique de pouvoir qui a autorité sur la famille et aussi, on l'oublie souvent, propriété sur les corps. Des enfants, puisqu'il est le père, il est propriétaire, et évidemment le corps des femmes. Et donc, Lévi-Strauss disait bien, l'inceste, il est prohibé, mais il est toujours pratiqué. Et évidemment, ça s'inscrit dans cette culture de propriété des corps. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays encore, évidemment, le viol conjugal n'est toujours pas criminalisé. Autre phénomène, je reviens à nos ancêtres qui continuent d'observer le monde et à se poser des questions et à tenter d'y mettre du sens. Ils observent que le monde est très binaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a évidemment la succession du jour et de la nuit, sans exception. Il y a d'autres formes de binarité qui doivent leur sauter aux yeux. Il y a la binarité du corps des mammifères. On est très binaire, on a 2 bras, 2 jambes, etc. On est symétrique, donc on est très binaire. Et puis évidemment, il y a la binarité des 2 sexes. Je vous le disais tout à l'heure, qui qu'on soit, on appartient à un des 2 groupes, et plus ou moins moitié-moitié, c'est homme-femme, c'est parfaitement binaire. Et donc ils vont s'appuyer là-dessus pour construire tout un arsenal conceptuel qui leur permet et qui continue de permettre aujourd'hui, de qualifier, pour catégoriser, pour classifier le monde. C'est ce que fait notre cerveau, il classifie. On voit des choses, on les classifie, on voit quelqu'un, on dit, ah ben c'est dans la case femme, c'est dans la case blanc, noir, c'est la case jeune, vieux, que sais-je. Et donc c'est ce qu'ils commencent à faire. Et donc ils inventent un certain nombre de mots. Oui, je suis désolé, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines images en anglais, mais enfin bon, il y a pas beaucoup de mots. Donc vous pouvez faire l'expérience, essayer de trouver des exceptions, vous allez voir, c'est très 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 compliqué à en trouver. Tous nos concepts sont binaires.
le haut, le bas, le sec, le mouillé, le dur, le mou, le sacré, le profane, le gauche, la droite, l'intérieur, l'extérieur, le transcendant, l'immanent. Quel que soit le type de concept pour classifier le monde, c'est toujours binaire. Et ça ne s'arrête pas là. Ils vont très tôt, et on sait que c'est très tôt que ça se produit puisque ça s'observe dans toutes les cultures du monde, il n'y a pas d'exception, une hiérarchisation entre les concepts. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui valent mieux que leur opposé. Il vaut mieux être dur que mou, il vaut mieux être sec que mouillé, il vaut mieux être sacré que profane, etc., etc. Ce qui n'est absolument pas rationnel, parce que quand on dit il vaut mieux être dur que mou, bah ça dépend pourquoi. Si c'est pour un matelas, il vaut mieux qu'il soit un peu mou. Bon, voilà, si c'est sec ou mouillé, même chose. C'est purement symbolique. Mais cette symbolique va fonder toute la pensée du monde, de l'humanité, qui va se répandre ensuite dans toutes les civilisations de la planète. Alors, vous avez évidemment des différences selon les cultures où parfois c'est pas le même concept qui est en haut et en bas, dans la position hiérarchiquement supérieure ou inférieure. Ça peut s'inverser, mais la grammaire, le tableau, lui, il ne bouge pas. Et puis, autre universel, eh bien, le groupe conceptuel qui est considéré comme hiérarchiquement supérieur, il est attribué à la masculinité. Ces concepts-là sont masculins. Ça ne veut pas dire qu'ils sont attribués aux hommes, c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont des concepts masculins. Et les autres, évidemment, sont des concepts donc inférieurs hiérarchiquement et féminins. Alors, prenons des exemples. Actif et passif. Intuitivement, si je vous dis qu'est-ce qui est mieux entre actif et passif, actif, c'est mieux. Un enfant qui est passif, bon, c'est pas terrible. Un enfant qui est actif, bon, ça peut être embêtant, mais c'est quand même mieux. Et puis, qu'est-ce qui est masculin et féminin là-dedans? On n'a même pas besoin de réfléchir. Le masculin, l'actif, oui, ça va ensemble. Il y a une sorte de métaphore sexuelle aussi, peut-être, que sais-je, mais c'est intuitif. Encore une fois, c'est pas rationnel, c'est culturel. Et puis, on peut prendre d'autres exemples, si ça, vous ne le sentez pas avec le premier. Dedans, dehors, l'intérieur, l'extérieur. L'extérieur masculin, l'intérieur féminin. Alors là, on peut le justifier. Il suffit de prendre des tâches ménagères, par exemple, la domesticité. Les enfants, la domesticité, c'est l'intérieur, c'est les femmes. Le chaud, le froid, par exemple, dans toutes les cultures du monde, c'est aussi cette symbolique qui revient sans cesse. Et puis, quand il y a des exemples contraires, par exemple, en Asie du Sud-Est, il y a des exemples où ça s'inverse, c'est-à-dire les concepts s'inversent, par la grammaire. On a un exemple, par exemple, où passif devient hiérarchiquement supérieur, c'est mieux d'être passif, et comme par hasard, ça devient masculin. Et donc, c'est être passif comme un homme sage qui laisse venir à lui les choses du monde, plutôt que d'être actif et de s'agiter comme une femme. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire que tout notre arsenal culturel, conceptuel, il est fondé sur cette manière de concevoir le monde, et on est enfermé là-dedans. C'est très 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 compliqué. On pourra remettre tout ça en question, mais comment on communiquerait avec des concepts qui tout à coup ne seraient plus les mêmes, et puis il faudrait inventer des tierces peut-être, ou c'est très complexe et ça ne se décide pas comme ça. Nous en sommes évidemment les héritiers. Alors, quand je dis ça, c'est une question que moi je me suis souvent posée en tant qu'homme. C'est-à-dire comment je me situe là-dedans. Parce qu'on peut voir les choses de manière conceptuelle très large, et puis après, en tant qu'individu, on se pose des questions. Et une des premières choses que j'ai comprises, c'est que je fonctionnais comme un conducteur d'une voiture. Alors j'aime bien prendre cette image, elle est très laide, mais c'est pas grave, elle donne une indication, c'est une image qu'on montre aux gens qui apprennent à conduire. Quand on conduit, on a un champ visuel très large avec le pare-brise à l'avant, on voit où on va. Derrière et sur les côtés vers l'arrière, on a des rétroviseurs, c'est-à-dire qu'on peut voir, mais de manière déformée, on voit mal, et on a besoin d'instruments pour voir. Et puis sur le côté, on voit rien. On a des angles morts. Eh bien, en tant qu'homme, mais en tant que femme, vous me direz, vous en avez aussi, il n'y a pas de doute là-dessus, j'ai des tas d'angles morts. Par exemple, si je gare ma voiture dans un souterrain à 3 heures du matin, au 5e sous-sol, et qu'il n'y a personne, je vais peut-être avoir peur pour ma voiture, pour mon portefeuille, pour ma sécurité, que sais-je. Jamais je ne penserai à la question du viol, de l'agression sexuelle. C'est un concept qui, pour moi, est parfaitement abstrait, totalement théorique. Alors, il y a des hommes qui le connaissent parce qu'ils l'ont subi dans l'enfance. Moi, c'est pas mon cas. C'est totalement abstrait. Et nous savons aujourd'hui, évidemment, on a assez de témoignages pour savoir que beaucoup de femmes, même qui n'ont pas subi d'agression sexuelle, cette peur, cette inquiétude, elle est loin d'être abstraite. Eh bien voilà, ça fait partie de mes angles morts. Et donc évidemment, l'ensemble de mes privilèges, ou peut-être pas l'ensemble, une grande partie de mes privilèges, surtout si j'y travaille pas, si je n'y pense pas, ils vont être dans ces angles morts.
Il y a des choses que je vais pas voir. Et non seulement je vais pas les voir parce que ça fonctionne comme ça, mais surtout, j'ai pas intérêt à les voir. J'ai pas très envie de les voir parce que si je commence à les voir, je vais devoir travailler dessus et donc perdre les avantages, perdre les privilèges. Voilà un exemple de travail que je fais. Tu disais tout à l'heure, Sylvie, que je travaillais depuis, notamment depuis le Covid, je me suis beaucoup lancé dans des expériences avec Engie, avec vous parliez tout à l'heure de votre présidente, de votre marraine qui était la présidente de Legrand, chez Legrand par exemple. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec des managers de managers chez Engie qui ont des formations pour hommes très fortes, très engageantes. Et puis on travaille avec eux un par un. Et donc je travaille avec un certain nombre d'hommes du monde entier. Et voilà ce qu'on leur demande de faire. Dans les zones en couleur, vous avez toutes les compétences qu'un manager de haut niveau doit avoir sur les questions d'égalité. Et puis, ils ont envoyé ces compétences à des femmes qui travaillent avec eux. Et de manière anonyme, elles ont rempli les colonnes. Chaque colonne, c'est une femme qui répond, qui met une note. Et donc, vous avez en rose, là où ça va pas. Et donc, évidemment, quand vous faites ce travail, voilà une manière de travailler sur les angles morts. Là, vous avez quelqu'un, c'est comme quand vous conduisez et que vous voulez vous garer et qu'il y a une poubelle ou quelque chose qui gêne. Quelqu'un vous dit, oui, allez-y, recule. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui, depuis l'angle mort, vous donne une indication sur votre comportement. C'est évidemment extrêmement puissant. Évidemment, cette question, elle ne peut être travaillée, élaborée, réfléchie que dans le contexte de systèmes complexes. Alors pourquoi? On a tendance, surtout en France, où on aime bien figures comme Descartes, etc., on aime bien une pensée linéaire, c'est-à-dire une cause, une conséquence. En réalité, les sociétés, ce sont des systèmes complexes. Une entreprise, c'est un système déjà hyper complexe. Une famille, c'est un système complexe. Et même un individu, un être humain, c'est déjà un système complexe. Et c'est un peu comme en physique, où il y a la physique newtonienne et puis il y a d'autres types de physique à d'autres échelles. C'est la même chose. Les règles, la grammaire n'est pas la même. Et il faut pouvoir réfléchir à ces questions avec la grammaire des systèmes complexes. Alors, dans les systèmes complexes, il y a un phénomène très important qui est l'émergence. L'émergence, c'est le fait de voir apparaître des comportements, des phénomènes, des comportements, des qualités, lorsqu'on additionne des éléments. Donc vous additionnez des éléments et en les mettant ensemble, il y a quelque chose qui émerge, qui est de l'ordre du comportement, de la qualité du phénomène, qui n'est pas contenu dans chacun des éléments qui la composent. Une foule, par exemple, c'est le bon exemple. Vous prenez une foule, la foule a des comportements particuliers qui ne correspondent pas à ce que pense chacun des individus. Mais comme vous les avez mis ensemble, tout à coup, c'est comme si la foule avait une pensée, ou en tout cas un comportement autonome. Alors, une émergence, elle a besoin donc de conditions pour se produire. Et quelles sont les conditions pour l'émergence de quoi? De l'égalité entre les individus, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau ou leur orientation sexuelle et d'autres paramètres à notre époque. C'est tout à fait nouveau. Sur 200 000 ans, il se passe rien, et puis là, il se passe quelque chose. Eh bien, on voit quelques exemples de ces conditions nécessaires. Un allongement de la durée de la vie, la réduction du nombre d'enfants par femme, je dis par femme si on le compte comme ça, des changements, des bouleversements dans les modes de production et de travail, le déclin, le recul du sacré, le père qui est le père de famille, qui est le représentant du père de la nation, qui lui-même est le représentant du Père Tout-Puissant, Dieu, notre Père, qui est représenté par des prêtres à qui on dit mon père, ou bien monsieur l'abbé qui veut dire mon père en araméen, il y a des pères partout dès qu'il y a du pouvoir dans cette verticalité, ce sacré-là, il recule. Il recule très fort à notre époque. Une évolution du concept d'individu, évidemment, alors certains disent ça commence à l'Antiquité, d'autres au XIIIe siècle, avec la querelle des universaux, etc. L'exode rural, plein de phénomènes, vous voyez, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui font qu'à un certain moment, le mélange chimique, on pourrait dire, de la société est prêt pour voir apparaître ces éléments. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le résultat d'une volonté à un certain moment. Bien sûr que les volontés, les décisions viennent jouer un rôle dans le système,
Mais tout ça ne se produit pas parce qu'on l'a voulu. Parce que sinon, il y avait des femmes qui le voulaient déjà. Depuis longtemps, il y avait des femmes qui demandaient plus d'égalité. Au 18e, il y a Olympe de Gouges qui dit exactement ce que les féministes diront après. Qu'est-ce qui se passe? On lui coupe la tête de manière assumée parce qu'elle demande ces choses-là. On n'a pas pris une autre raison. C'est parce qu'elle demande ça qu'on lui coupe la tête. Et puis, au XXe siècle, tout à coup, on ne coupe plus la tête des femmes, et puis on commence petit à petit à les écouter. Mais pourquoi les hommes se mettent à tolérer cette parole? Eh bien, parce qu'il y a cette transformation sociale qui font que, il y a cette émergence qui se produit sous nos yeux. Et donc, vous voyez, la ligne rouge, pendant 200 000 ans, 250 000 ans, il ne se passe rien en termes d'évolution systémique des relations entre les hommes et les femmes. Et puis, tout à coup, il se passe en un éclair, parce qu'un siècle c'est un éclair dans cette histoire, toute la transformation du rapport entre les hommes et les femmes, mais pas que, encore une fois, aussi selon la couleur de peau, selon l'orientation sexuelle, etc. Alors tout ça est en cours, on est au milieu du gué, c'est très clair. Ce qui, pour moi, est important, et c'est une chose que je montre quand je fais des conférences pour des hommes notamment, c'est la petite ligne en pointillé. Parce qu'il n'y a aucune raison de penser, toutes choses restant égales. Évidemment, il peut y avoir, si demain il y a une guerre nucléaire, là je ne peux pas vous dire que ça va continuer pareillement, mais toutes choses restant égales, il n'y a aucune raison de penser que ce phénomène, cette émergence, ne va pas s'intensifier, s'accélérer. MeToo, c'est il y a 4 ans. On a l'impression que c'était il y a un siècle. MeToo, c'est une émergence, c'est clairement une petite émergence. C'est une femme totalement inconnue qui tape MeToo sur son clavier et boum. Et pourquoi ce boom? Parce que à ce moment-là, la société est totalement prête à ça. Alors bon, ça aurait pu se produire la veille ou le lendemain, ça s'est produit à ce moment-là, c'est évidemment totalement imprévisible. Les systèmes complexes, on peut comparer ça à la météo, on peut l'expliquer après, avant, c'est imprévisible. Alors, autre métaphore que j'aime bien, c'est celle du train. C'est-à-dire que cette émergence, elle nous mène dans une direction, vers plus d'égalité entre les individus, et toute la société est dans le train. C'est pas seulement les gens qui le veulent, les militantes, les féministes, non, tout le monde est dans le train. Même Zemmour est dans le train, même s'il le sait pas. Alors, à l'avant du train, évidemment, vous avez les féministes, et peut-être quelques hommes alliés, dans la deuxième voiture, qui se mettent à l'avant parce que, en se mettant à l'avant, elles seront les premières à arriver sur les traverses, là où il y aura des changements, et puis à l'arrière du train, il y a des hommes qui se tapissent en se disant plus je suis à l'arrière, plus je vais gagner quelques minutes, quelques heures, quelques années, qui sait, en se disant tout le temps mais pourquoi ça fait 200 000 ans que ça dure, pourquoi ça tombe sur ma génération, pourquoi ça tombe sur moi? Voilà, mais ils sont dans le train, et donc ça veut dire, c'est le message que j'essaie de faire passer quand je fais des conférences, notamment pour des hommes dans les entreprises, c'est que il n'y a pas le choix. La question du pourquoi aujourd'hui elle est totalement dépassée. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire des conférences, il y a 12-13 ans, la question du pourquoi, elle était essentielle. Il y avait des rapports McKinsey, il y avait toutes sortes d'arguments, bons et mauvais d'ailleurs, qui étaient utilisés pour convaincre du fait qu'il fallait aller vers une transition, qu'il fallait aller vers la parité, vers plus de mixité, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est totalement dépassé. Les gens qui posent encore la question du pourquoi sont totalement has-been parce que, évidemment, les entreprises, pour différentes raisons, mais aussi pour des raisons purement matérialistes, ont compris qu'elles n'avaient pas le choix et qu'il fallait y aller d'urgence. Alors évidemment, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise aussi d'ailleurs, mais en tant qu'individu, face à un système comme ça, on peut être un catalyseur. Le catalyseur, c'est ce qui déclenche la réaction, comme une réaction chimique, ou bien qui l'accélère. Et partout où nous sommes, chacun d'entre nous, et surtout évidemment si on est un homme blanc hétérosexuel, on est, parce que le système est à ce niveau-là aujourd'hui où nous, les hommes blancs hétérosexuels, on est quand même dans des positions encore extrêmement favorisées, on est extrêmement bien placé pour être des bons catalyseurs. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est jouissif parce que, quand même, en tant qu'individu, cette histoire, cette anthropologie qui dure depuis 250 000 ans, être né au moment de cette transition, de cette révolution qui est sans doute, pour l'histoire de l'humanité, la plus grande pour l'instant, qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est une chance inouïe, évidemment. Une chance inouïe qui nous est donnée d'y participer. Et puis, évidemment, les hommes qui ne le voudront pas, mais le risque, il est celui-ci, c'est le coup de l'effet boule de neige. Vous savez, vous jetez une petite chose, et puis, MeToo, elle écrit MeToo, elle ignore totalement que ça va être un truc révolutionnaire. Même chose, on jette une petite chose, et puis parfois rien, et puis parfois il se passe des choses, et parfois,
pas dans la direction où on le pensait d'ailleurs. C'est souvent assez imprévisible. Bien, les hommes qui ne voudront pas ça, bien l'effet boule de neige, ils vont le vivre, mais ils vont le subir. Parce que évidemment, aujourd'hui, à moins d'être à 6 mois de la retraite, il n'y a aucun cadre qui peut l'ignorer. Aujourd'hui, on voit bien que les grandes entreprises, les grands groupes internationaux recherchent des cadres qui ont des compétences en termes de management, en DEI, en diversité, équité et inclusion. Alors, j'aime bien utiliser un concept qui nous vient de partenaires avec qui on travaille. Alors, quand je vous dis que je travaille avec des entreprises, etc., c'est avec une entreprise sociale belgo-française qui s'appelle Jump. Et on a un partenaire américain chez Jump qui s'appelle White Men for Diversity Partners. Et ils ont développé un concept ils utilisent un concept très américain mais que j'aime beaucoup, qui est celui de insider-outsider. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insider-outsider? L'image le montre bien, en fait. L'insider, c'est moi, grosso modo. C'est l'homme blanc qui, dans un groupe qui est façonné pour lui, par lui ou par ceux qui l'ont précédé, se sent comme un poisson dans l'eau. Il n'imagine d'ailleurs même pas que quelqu'un puisse ne pas s'y sentir bien. Tout est fait pour lui, tout est fait à sa mesure. Nous vivons dans une société androcentrée. Voilà, tout est fait, même la langue. Le masculin l'emporte sur le féminin, c'est pas pour rien. C'est parce que tout est fait à la mesure de l'homme. Quand on dit les droits de l'homme, en 1789, c'est vraiment les droits de l'homme. Ce sont pas les droits pour les femmes, c'est pas les droits pour les humains. C'est à l'époque des droits de l'homme. Et puis après, on a étendu ça petit à petit. Et c'est récemment que les femmes ont obtenu les derniers droits qui leur manquaient. Donc l'insider, c'est ça. C'est le poisson dans l'eau qui fait la norme et qui correspond à la norme, sans même s'en rendre compte. L'outsider, c'est l'opposé. C'est la personne qui est à l'extérieur, qui regarde par la fenêtre, et puis qui rentre à l'intérieur, mais qui doit faire des gros efforts pour vivre dans cette norme qui n'est pas faite pour elle. Alors c'est évidemment en matière de genre, en matière d'orientation sexuelle, en matière de couleur de peau. Et je ne vous prendrai qu'un seul exemple, c'est celui de ce cadre supérieur de chez Total, qui était venu un jour au forum de Jump à Paris et qui avait dit ceci: la pression mentale dans les entreprises est beaucoup plus forte pour les Noirs parce qu'ils doivent faire tout le temps attention à ce qu'ils disent, à la manière dont ils se comportent, parce qu'ils se sont jugés tout le temps et ils ont l'impression à eux seuls de représenter toutes les compétences des Noirs. C'est-à-dire que quand un homme entre dans la pièce, mais c'était qui le type? Il était comment? Ouais, c'était un Noir. C'est ça qu'on voit, c'est ça qui est représenté. C'est un outsider par rapport aux blancs qui sont dans la pièce et qui sont évidemment largement majoritaires. Et c'est une chose que, quand on analyse les discours des femmes dans les entreprises, c'est une chose qui revient souvent. Et c'est pour ça que j'aime bien reprendre ce concept, parce que je trouve qu'il est très percutant et très convaincant. Alors évidemment, on a face à ça un problème de résistance. Évidemment, dans l'histoire, on ne voit jamais un groupe qui détient des privilèges les abolir spontanément, volontairement. On ne voit jamais un groupe social se suicider, ça n'existe pas. Quand on a des privilèges, on a envie de les conserver. Et puis, non seulement on a envie de les conserver, mais ils nous semblent naturels. Pour le coup, là, ils nous semblent naturels, même s'ils sont totalement construits. Ils nous semblent naturels, ils nous semblent justes, et il nous semblerait même injuste de les perdre. Donc la résistance, elle est là. C'est un des gros problèmes qu'on rencontre dans un certain nombre d'entreprises, c'est de vaincre la résistance des hommes, d'ailleurs plutôt dans le middle management. Parce que dans le top management, la transformation va arriver, mais le temps qu'elle arrive, eux, ils sont tranquilles. En revanche, les hommes du middle management comprennent qu'ils vont devoir jouer dans une compétition qui va être beaucoup plus rude, parce que les femmes arrivent, en plus elles sont compétentes. Et elles arrivent en nombre. Donc évidemment, ça les met dans un certain nombre de cas, pas tous évidemment, il y a aussi beaucoup d'alliés, mais il y a beaucoup d'hommes qui se sentent en danger par rapport à ça, et donc il y a une résistance consciente, inconsciente, qui va s'organiser. Alors là, j'ai pris un exemple qui fait partie, parce que les résistances, je pourrais vous en parler très longtemps, mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement, notamment en France. Alors quand on fait des formations, des conférences
pour des gens qui sont dans plein de pays. J'en parle pas parce que c'est quand même, ça touche plus la France que d'autres pays. Mais là, comme je sais que je m'adresse essentiellement à des Françaises et à des Français, j'insiste un peu plus là-dessus. Alors en anglais, on appelle ça la second generation bias. C'est donc le biais de seconde génération qui consiste à penser, chez des femmes aussi d'ailleurs, que les droits ont été obtenus et c'est bon. Ça y est, c'est l'égalité. Il y a une égalité entre les femmes et les hommes. Et donc c'est la différence entre l'égalité de droit et l'égalité de fait. L'égalité de fait, on en est très loin. Quand on mesure la place des femmes dans le management des entreprises, le pay gap, enfin il y a plein de paramètres. On passe notre temps à mesurer ça ou analyser les mesures faites par les autres. C'est catastrophique évidemment. Donc ce biais-là, il est là omniprésent. Cette idée que ça y est, c'est bon, c'est acquis. Et comme c'est acquis, ça suscite un sentiment que nous vivrions dans une méritocratie. C'est-à-dire que qui veut peut. Et puis finalement, puisqu'elles ont acquis tous les droits, les mêmes droits que les hommes, les femmes, si elles n'y arrivent pas, c'est qu'elles veulent pas, ou qu'elles peuvent pas, ou qu'elles finalement n'ont peut-être pas envie, et là on entre dans toutes sortes de mythes, de croyances sur les comportements typiquement masculins, typiquement féminins. Les femmes seraient comme ceci, les femmes seraient comme cela, les stéréotypes qui génèrent évidemment de la discrimination. Alors on parle aussi de gender fatigue, c'est très proche tout ça. Alors la gender fatigue, c'est ça, mais avec l'idée aussi que on en a tellement parlé, on a tellement travaillé ces questions d'égalité avec les femmes, etc. Il y a aussi les autres, faut pas oublier les noirs, les personnes handicapées, etc. Comme si tout ça ne se tenait pas, comme si tout ça n'était pas le même problème, la même grammaire de discrimination, que ce soit par rapport aux femmes, aux noirs, aux arabes, aux personnes handicapées ou autres. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même manière de fonctionner, et travailler sur l'un, évidemment, d'abord les femmes c'est la moitié de la population, c'est quand même pas rien, mais travailler sur l'un, non seulement n'empêche pas de travailler sur les autres formes de discrimination, mais ça va même de pair, ça va vraiment bien ensemble. Mais cette gender fatigue, c'est assez hypocrite, cette manière de dire, bon, on les a assez entendus, maintenant passons à autre chose. J'aime bien, j'ai l'habitude de dire que les dominés crient toujours trop fort, trop mal et jamais au bon moment. Bon, voilà, c'est un peu ça. Et donc, évidemment, la question de l'universalisme. Alors ça, pourquoi j'en parle en France spécifiquement? Parce que c'est vraiment on peut dire ça comme ça, une tarte à la crème française. Alors pourquoi? Alors parce que, je dis ça, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont déjà en train de se dire, mais en train de s'étouffer, mais je suis universaliste. Je suis sûr que 80% des gens qui m'écoutent se disent universaliste. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on avait le temps là et que je vous demandais de m'écrire quelques mots pour définir ce que c'est que l'universalisme, j'aurais de tout. J'ai déjà fait l'expérience. En fait, l'universalisme, voyons ce que c'est et ouvrons un dictionnaire. L'universalisme, d'abord, c'est une pensée religieuse. C'est l'idée qu'on retrouve notamment beaucoup dans le christianisme. C'est une doctrine qui nous amène à penser que tous les êtres humains peuvent être sauvés. Tous les hommes, comme on dit, peuvent être sauvés. Alors, dans le christianisme, c'est très présent. C'est l'idée que le message du Christ ne s'adresse pas seulement au peuple juif, pas un peuple en particulier, mais à l'ensemble des peuples de la terre. Voilà, c'est l'universalisme du message du Christ. Ça, c'est la première définition qu'on trouve généralement dans tous les dictionnaires quand on regarde à l'article universalisme. Et puis, il y a évidemment une définition philosophique qui est, c'est une doctrine, l'universalisme, qui considère la réalité comme un tout unique dont dépendent les individus. Donc, ça s'oppose à l'individualisme. Alors, je répète, un tout unique. C'est là le nœud, le tout unique. Et donc, évidemment, il y a une déclinaison républicaine française, on dit républicaine. Là aussi, si on demandait ça veut dire quoi républicain, il y a beaucoup de définitions. Mais donc, c'est une doctrine qui décrit la République comme unie et indivisible et dont les citoyens sont égaux en droit. Alors, d'abord, tout ça c'est vite dit parce qu'effectivement, il y a la différence entre l'égalité en droit et l'égalité de fait. Et là, quand on dit ça, on ne parle pas de l'égalité de fait, seulement l'égalité en droit. Bon, cet universel-là, il est quand même très 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 récent, alors qu'on dit ça depuis très longtemps. Et puis surtout, voilà où je veux en venir, c'est l'idée que la société ne peut pas être vue autrement que entre, en l'occurrence, la nation, la République et l'individu. Et entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a plus de groupe. Et donc, il ne faut pas penser en termes de homme-femme. Non, il faut arrêter avec ça. On est tous des êtres humains, on est tous égaux. Et puis, pour le reste, passons notre chemin. C'est exactement au nom de quoi on l'a guillotiné aux lames de gouge. Elle voulait penser le problème de la condition des femmes. Et donc, évidemment,
On lui a reproché de penser cela comme un particularisme qui venait couper l'idée unifiée, unique, universelle de la République. Et donc, évidemment, elle a fini elle-même, justement, pas unifiée et coupée en deux. Quand vous voyez les discours d'un certain nombre de gens, alors il y avait évidemment Laurent Bouvet qui est mort récemment, qui était un des porte-parole de ce courant-là, c'est l'idée que il ne faut pas aller vers une pensée groupe par groupe, parce que il disait d'ailleurs à un certain moment que le féminisme pouvait être vu comme une sorte de communautarisme, et il était d'ailleurs opposé à la parité en politique. Et donc, il faut regarder les femmes comme des hommes comme les autres, et puis surtout pas aller vers justement ce qui est fait dans les entreprises d'aujourd'hui, c'est-à-dire le contraire de ça, qu'on appelle le proportionnalisme. Le proportionnalisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que dans des situations sociales où il y a des inégalités, qu'on observe, qu'on mesure, quelle que soit leur origine et leur histoire, eh bien, il faut pouvoir donner à chacun et à chacune ce qui lui permet de se réaliser selon la position qu'elle occupe. Et pas la même chose à chacun. On pourrait prendre comme métaphore le vélo. Si vous prenez des vélos, mais toujours le même vélo, et que vous le donnez à des grands, à des petits, à des hommes, à des femmes, à des enfants ou à des personnes en situation de handicap, eh bien, le vélo, s'il est fait pour les hommes, comme par hasard, il sera toujours fait pour les hommes, eh bien, pour les hommes, ça va fonctionner très bien, et pour les autres, ils vont avoir du mal, voire ils pourront même pas monter dessus. Ça, c'est un principe totalement égalitaire. Aujourd'hui, ce qui est pratiqué, c'est le proportionnalisme, c'est-à-dire un principe d'équité. Et donc, ça consiste à donner à chacun un vélo qui lui convient, mais pour faire la même chose, pour rouler. Ça veut dire que le but, il est le même. Au final, c'est pour aller dans une direction de l'égalité, mais qui est pour l'instant toujours une utopie. Mais que pour aller sur ce chemin, il y a besoin de passer par des outils, et que cet outil, ce sont les outils du proportionnalisme, et donc pour lesquels il faut considérer qu'il existe des groupes sociaux dans la société, et que ces groupes sociaux doivent être analysés pour ce qu'ils sont. Et donc, évidemment, bien sûr qu'il y a un groupe social des femmes, bien sûr qu'il y a un groupe social de personnes susceptibles d'être victimes de racisme, bien sûr qu'il y a un groupe social des hétérosexuels et des homosexuels, et que, évidemment, tout ça fonctionne avec des règles, et que si on veut aller vers l'égalité, évidemment, il faut les prendre en compte, en tenant compte des angles morts dont je vous parlais, etc., etc. Donc ça, c'est un des gros problèmes et une des oppositions qui nous est présentée en permanence. Pourtant, il y a un fait qui n'est pas négociable, c'est que aujourd'hui les femmes représentent, ça ce sont les chiffres européens, 51% de la population, 57% des diplômés chaque année, 80-85% des personnes qui prennent des décisions en termes de consommation, et 8% des CEO, des PDG, des PDGR. Donc, de deux choses l'une. Ou bien, les femmes sont vraiment moins compétentes, parce que étant autant diplômées et finalement en n'étant que 8% de chefs d'entreprise, des grandes entreprises, ça veut dire que vraiment, les pauvres, elles n'y arrivent pas. Ou bien, ça veut dire qu'il y a des quotas. Alors la question des quotas, ça c'est vraiment le sujet qui fâche. Et en réalité, des quotas et de la discrimination positive, il y en a. Il y a 200 000 ans de discrimination positive pour les hommes. Et c'est cette discrimination positive pour les hommes qui fait qu'avec 57% de diplômés, on arrive avec aussi peu de femmes managers, top managers, avec des différences salariales colossales, etc., etc. Donc évidemment, ça c'est une chose essentielle à prendre en compte. Et quand on regarde les courbes dans la plupart des entreprises dans lesquelles on intervient, mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est ça. C'est-à-dire que même dans le meilleur des cas où lors de l'embauche initiale, il y a plus ou moins autant d'hommes que de femmes, ce qui souvent n'est déjà pas le cas, eh bien, au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière, eh bien, les hommes sont de plus en plus nombreux proportionnellement, et les femmes, eh bien, elles disparaissent. Il y a ce qu'on appelle le tuyau percé, le plafond de verre. Et eh bien, on se retrouve avec des directions d'entreprise où les femmes sont quasiment absentes, et on doit en passer par des modifications législatives comme la loi Rixain pour permettre de contrer ce quota, cette discrimination positive qui ne dit pas son nom. Alors une des choses qu'on a fait récemment, et je vous en parle parce que j'en suis voilà, pardon. Je vais trop vite. Une des raisons aussi qui anime aujourd'hui un certain nombre d'hommes dans l'entreprise, alors c'est sans doute pas
de prime abord celle qui nous sauterait aux yeux parce qu'on penserait plutôt à des raisons éthiques, etc. Mais en réalité, beaucoup de managers et de top managers ont compris qu'aujourd'hui, c'était essentiel même pour leur carrière, pour leur survie. Et donc, on a aujourd'hui un certain nombre d'études qui montrent que les managers qui sont les meilleurs en termes de DEI, diversité, inclusion, équité, ils ont 62%, alors ça c'était une étude d'Harvard que j'ai lue qui est vraiment intéressante, qui est très documentée, 62% de chances de plus d'arriver à un poste dans le comment on dirait ça, le niveau de direction, oui. Au niveau de direction, COMEX et au-dessus. Donc évidemment, ça beaucoup d'hommes aujourd'hui l'ont compris. Autre élément, on sait comment faire. Je vous disais tout à l'heure, le pourquoi est dépassé. Donc maintenant, il y a la décision qui doit se faire, qui se fait, que ce soit dans les institutions, parce que j'interviens aussi dans un certain nombre d'institutions où les problèmes sont aussi colossaux, y compris en termes de harcèlement sexuel, voire pire. Et dans les entreprises, on sait comment faire. Quand je dis on sait comment faire, on sait quelles sont les actions qui fonctionnent le mieux, qui sont les plus efficaces. Alors ça, c'est un tableau qu'on a fait avec d'autres organisations. Ce sont des mesures qui ont été faites et qui permettent de voir quelles sont les actions les plus difficiles à mettre ou plus faciles à mettre dans les entreprises et celles qui ont plus ou moins d'effet. Et donc quand vous regardez la case en haut à droite, eh bien vous avez les actions qui sont les plus faciles à mettre en place et qui ont plus d'effet. Et ça tombe bien, il y en a quand même beaucoup dans cette case-là. Alors évidemment, celle en rose, la mobilisation des hommes, parce qu'évidemment ils sont toujours très nombreux en position de décision. Alors les quotas, au niveau européen, tel quel, c'est pas permis, quoique la loi Rixin, c'est un quota. Et puis aujourd'hui, récemment, j'en ai eu plusieurs exemples. On a des patrons qui viennent nous voir en disant on veut des quotas, et des COMEX qui nous disent on veut du quota parce qu'on n'y arrive pas et il n'y a pas moyen autrement et on a besoin, donc il nous faut du quota. Alors évidemment, on peut pas le dire comme ça, mais bon, c'est quand même dans l'air du temps. Et puis voilà, donc ça veut dire, je vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, je voulais vous le montrer pour vous dire, il y a aujourd'hui des outils, un savoir. Le problème, je sors d'une réunion où c'était toute la discussion, c'est comment convaincre les décideurs. Parce qu'évidemment, il y a encore énormément d'entreprises où les décideurs sont 10, 20, 30 personnes, hommes à près de 100%, dans un certain nombre de cas, qui sont en fin de carrière et qui ne voient pas d'intérêt pour eux-mêmes parce qu'ils sont en fin de carrière, donc pourquoi se casser la tête avec des questions comme celle-là, se dire que pour l'entreprise c'est une nécessité à court ou moyen terme, mais à court ou moyen terme c'est déjà trop long pour eux parce qu'ils seront partis d'ici là, et pourtant ils sont toujours aux commandes. Donc évidemment ça c'est une des problématiques, celle-là et celle du middle management qui résiste, qui freine de toutes parts pour être certain de ne pas se retrouver dans trop de compétition avec les femmes. Alors en conclusion, alors du coup je me suis tellement dépêché que j'ai même été un peu vite. D'habitude je déborde tout le temps, là je me dis je peux pas déborder, et là j'ai même sauté des paragraphes, mais c'est pas grave, ça nous laissera un peu plus de temps pour discuter. Je pense qu'il y a un argument qui est essentiel, c'est que aujourd'hui l'évolution va extrêmement rapidement. Alors, je vous le disais tout à l'heure, MeToo c'est il y a 4 ans. Ça veut dire que ce qui était tolérable il y a 20 ans ne l'était déjà plus il y a 10 ans. Mais ça va de plus en plus vite. Ça veut dire que aujourd'hui les entreprises sont en train de payer pour ce qui s'est passé, pour ce qui n'a pas été mis en place, pour ce qui n'a pas été fait. Et quand je dis payer, c'est parfois payer. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont parfois condamnées à payer jusqu'à 200 000 euros à une seule employée parce qu'elle peut démontrer qu'elle a subi des plafonds de verre et qu'elle finit sa carrière avec un salaire très en dessous de celui de ses collègues alors qu'elle n'a pas démérité. Il y a eu un jugement il y a pas longtemps à la RATP, je crois que c'était 200 000 euros pour une seule employée. Donc les entreprises sont en train de payer pour ce qui a été fait dans les années qui précèdent. Ça veut dire que, vu l'évolution des choses, ce qui se passe aujourd'hui va se payer dans les années à venir à très court terme, à 5 ou 10 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, les entreprises qui ne comprennent pas cet enjeu en termes financiers, évidemment, en termes de risques juridiques, en termes de risques réputationnels, ça va être une catastrophe. Ça va être une hécatombe. Et j'aime bien montrer cette image parce que
Sans doute qu'au moment où on a pris cette photo, ça ne faisait rire personne. Aujourd'hui, quand on voit ça, on a envie de sourire. Ça nous paraît ridicule. Je suis certain que si on l'avait montré il y a 5 ans, personne n'aurait souri. On aurait dit oui, c'est une vieille photo, oui, d'accord. Mais quand on voit ça aujourd'hui, tous ces hommes en cravaté, tous dans la même position, tous bien alignés, aujourd'hui, ça nous fait rire. Et demain, ça nous fera hurler. Donc ça veut dire que ce travail, à la fois en tant qu'individu et en tant que responsable d'entreprise, il est essentiel. Mais le message de fin que je voudrais donner là-dessus, c'est que c'est encore une fois une chance inouïe. Une chance inouïe pour nous en tant qu'individus qui sommes nés à cette époque-là. Et c'est surtout, et c'est une des choses qu'on travaille quand je travaille en tête à tête, donc dans l'intimité avec des managers de managers, c'est la question du choix de vie. C'est-à-dire que nous vivons à une époque où il est possible, de par ces transformations des rapports interindividuels, de nous dire la vie que je mène, même si elle est très bien, je gagne bien ma vie, je gagne plein d'argent, j'ai une reconnaissance sociale, mais finalement, est-ce que c'est la vie que j'ai choisie? Et dans la plupart des cas, la réponse immédiate, elle est non. Parce qu'évidemment, les gens qui font des grandes écoles, ils ne le font pas pour rien, ils viennent de familles où on a fait des grandes écoles, pour l'immense majorité d'entre eux. Il y a un déterminisme social, une reproduction sociale qui fait que finalement, quand on se pose un peu et qu'on se pose la question de nos choix de vie, en fait, il y a peu de choix là-dedans. J'aime beaucoup la phrase de Sartre qui dit je la paraphrase, je veux faire ce que je veux de ce qu'on a fait de moi. C'est-à-dire qu'à partir de ce déterminisme, il me reste la possibilité du choix. Et ça, c'est une liberté que nous donne notre époque et que nous donne cette transformation interindividuelle qui vaut de l'or pour ceux et celles, mais notamment ceux qui peuvent s'en emparer. Voilà ce que je voulais vous dire, mais du coup, on a même quelques minutes de plus devant nous pour discuter. Merci beaucoup. Super, merci. Un grand merci, Patrick, parce que ce sont des propos qui sont clairs et en plus qui stimulent la réflexion et j'espère des questions. Donc, est-ce que nous avons des questions? Non, c'est la première qui est toujours la plus difficile. Donc, écoute, Sylvie. Oui, il y en a une que j'ai envie de te poser depuis. Tu disais qu'on est sur un train où on n'a pas le choix, on avance, si tu veux, que la direction, les données, que les différentes composantes qui étaient nécessaires à l'émergence de cette requête d'égalité ou d'équité qui maintenant est audible et reconnue, on est sur un train. En même temps, est-ce que tu es sûr qu'on est vraiment sur un train? Parce que comment tu vois l'avenir de cette égalité homme-femme? Je pense, tu vois, à ce qui se passe avec la Cour suprême des États-Unis. Alors, d'accord, c'est pas la contraception, c'est la possibilité d'avorter, mais il n'empêche que être capable de maîtriser son corps en décidant d'avoir un enfant ou pas, c'est ce qui fonde la liberté de la femme. Et on se rend compte, si tu veux, moi, ça me questionne de me rendre compte que des moments, on a l'impression qu'on régresse brutalement. Regarde ce qui arrive aux pauvres femmes afghanes qui maintenant, tout d'un coup, pendant 20 ans, on leur a dit on va changer un peu votre monde, et elles retournent en arrière à vitesse supersonique. Comment tu vois l'évolution globalement? Est-ce que c'est que des épiphénomènes? Est-ce que tu as l'impression? Alors, c'est une question vraiment intéressante. Alors, d'une part, attention, l'avortement aux États-Unis, c'est la contraception aussi. C'est aussi la contraception. C'est-à-dire que dans les États où il y a vraiment une opposition à l'avortement, il y a aussi une opposition à la contraception. Il y a des villes aujourd'hui aux États-Unis où on ne trouve plus une pharmacie où on peut acheter la contraception. Voilà. Alors, et tu as raison évidemment de dire, avec Françoise Héritier, le contrôle des naissances, c'est la pierre angulaire. Alors, elle me disait toujours non, mais des couples de femmes qui peuvent avoir des enfants, même des couples d'hommes, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ça la grande transformation. La grande transformation, c'est le contrôle des naissances par les femmes. Puisque je vous le disais, ce qui fait notre histoire, c'est le fait que les femmes ont été des instruments de reproduction, et à partir du moment où c'est elles qui reprennent le contrôle de ça, elles cassent le système, elles cassent ce système d'oppression. Alors, pour le reste, d'abord, dans un système complexe, il y a des paradoxes. C'est-à-dire que tu peux avoir des grandes tendances et en même temps des éléments contradictoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde dans bon nombre de pays, si on devait regarder à l'échelle de la planète, alors pas sur 2 ans, évidemment, il faut prendre du recul, et à l'instant T, personne ne peut rien dire. Moi, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans 10 ans qu'on pourra voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut regarder sur des longues périodes.
sur des longues périodes, mais longues, maintenant ça devient 5 ans, 10 ans. Bien sûr qu'il y a des transformations. Bien sûr qu'aujourd'hui, les hommes les patrons d'entreprise qui trouvaient normal et parfaitement légitime de pincer les fesses de leur assistante quand elles arrivaient le matin, mais aujourd'hui ces types-là, ils tremblent. Alors il y en a encore qui le font, hein, bien sûr, mais beaucoup d'entre eux l'ont arrêté pas parce qu'ils se sont dit oui effectivement c'était pas chouette de faire ça, non, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y en a plein qui se retrouvent sur les réseaux sociaux cloués en place publique par toutes les victimes qui viennent raconter évidemment les horreurs qui ont été tues pendant des années. Donc bien sûr qu'il y a une transformation en cours, ce qui se passe dans les entreprises dans le monde entier, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que cette tendance, ce proportionnalisme dont je parlais, on l'observe chez Ikea, chez Google, dans toutes les plus grandes entreprises, les grandes entreprises du CAC 40, etc. Alors certaines sont plus en avance et d'autres pas, mais en tout cas il y a une grande tendance avec beaucoup d'argent, avec une exigence des investisseurs qui regardent ce paramètre-là maintenant en disant, il n'y a pas un lien de cause à effet direct, mais c'est un thermomètre pour voir le fonctionnement des entreprises, et c'est un bon thermomètre pour voir comment fonctionnent les entreprises. Elles sont capables de s'adapter, à se réinventer, etc. Et cette opposition avec le discours qu'on entend, notamment en France, qui est omniprésent, qui est celui de l'universalisme, qui s'oppose à ça, au proportionnalisme. On allume n'importe quelle télé, et on nous raconte comme une évidence toutes les valeurs de l'universalisme, c'est-à-dire ce refus de regarder les groupes sociaux et de voir comment ils fonctionnent entre eux et de réduire les inégalités. Donc il y a une grande tendance et il y a des régressions, même en France. Alors en France, évidemment, c'est pas comme aux États-Unis. On a toujours tendance à regarder les États-Unis comme une société qui nous ressemble. En fait, il n'y a jamais eu de loi fédérale pour permettre l'avortement. Ce sont des négociations juridiques qui ont permis que ce soit... Mais évidemment, c'est très fragile. En France, l'idée de revenir sur l'avortement, bon, c'est même pas en rêve. En revanche, on voit bien qu'on a fermé beaucoup de centres, beaucoup d'hôpitaux et beaucoup de centres ont pratiqué l'avortement. Donc c'est par un autre biais que ça se passe. C'est pas une opposition frontale politique. C'est par d'autres biais qui sont pas nécessairement volontaires, mais les conséquences, en tout cas pour les femmes, sont les mêmes. Elles doivent aller avorter à l'étranger. Et puis l'Afghanistan. Alors ça, c'est tout ça s'explique dans un système complexe. L'émergence, c'est quelque chose qui vient du bas vers le haut. C'est pas quelque chose qui est imposé du haut en bas. Il y a un certain nombre de pays où l'Égypte, par exemple, hein, on a des exemples célèbres, ou l'Afrique du Nord, où tout à coup il y a eu des dictateurs et qui ont pu paraître sympathiques chez nous à certains moments parce qu'ils avaient des valeurs très occidentales. Et donc il y a des dictateurs qui ont dit le voile, par exemple, c'est terminé, libération des femmes. Mais quand c'est imposé de haut en bas, le jour où le dictateur s'en va, ces mesures-là elles s'en vont aussi. L'émergence, c'est quelque chose. Voilà. L'émergence, c'est quelque chose qui vient du bas vers le haut. Et le pouvoir politique, il n'a rien vu. Il n'a rien vu venir. Et il court derrière, en fait. Le pouvoir politique court derrière MeToo. Et il court d'ailleurs déjà très, très, très à la traîne. On le voit encore avec certains candidats qui peuvent se présenter aux législatives après avoir battu leur femme. Donc, en fait, tout ça est cohérent, mais dans un système complexe. Il faut le prendre dans toute sa complexité et être très, très prudent, évidemment, sur toutes les régressions qui sont tout à fait possibles, évidemment. Mais, en conclusion, quand même, mais on ne reviendra pas en arrière sur tout ça. Ok. Voilà. Sauf, toute chose restant égale. C'est ça qu'il faut dire. Toute chose restant égale. Si demain on a une guerre nucléaire avec la Russie, alors là, on peut plus rien dire. Alors, Patrick, j'ai une question parce que donc nous, on est un réseau d'alumni avec des jeunes et donc il y a parmi nous effectivement des dirigeants ou des leaders d'organisations. Et puis, il y a des plus jeunes qui démarrent leur carrière. Et je fais une transition, et pour les participants qui sont là, le prochain jeudi sera sur le congé de paternité et en donnant la parole justement au papa. Toi, papa, t'en penses quoi du nouveau congé de paternité? Et en préparant ce jeudi, il se trouve que sur le plateau, on a choisi notamment un jeune dirigeant qui a que 35 ans, mais il est dirigeant et il est papa. Il est dans une société de la French Tech. Et en fait, on s'aperçoit que non seulement les jeunes qui sont donc chez Neoma, on est à parité depuis très très longtemps en nombre de diplômés. Il y a vraiment une égalité depuis très très longtemps chez Neoma. Parmi les premières écoles d'ailleurs. Et là, on voit bien que les nouvelles organisations qui sont construites par des jeunes, qui ont un peu plus justement cette égalité dans leur ADN,
Ça s'accroche, et j'aime bien l'image du train parce que moi, je les ai vus tout de suite, pas très loin du conducteur. Parce que eux, au contraire, ils se sont rendus compte que pour être productif, enfin, pour pouvoir bien travailler, il fallait se sentir bien, et pour bien se sentir, il fallait que les choses soient un peu mieux réparties, un peu plus, une égalité des chances plus grande. Et par rapport à ce que vous évoquiez sur les choix que l'on a dans le système dans lequel on est, et bien justement, ils revendiquent cette liberté de faire ce pourquoi ils sont bons. Et quand on a posé la question en disant, ben voilà, on voudrait parler du congé de paternité, mais comme une sorte de mise à niveau par rapport au congé de maternité, et est-ce que ce n'est pas un outil qui permet finalement de parler de congé de parentalité et donc de ne plus avoir de handicap parce qu'on prend son congé, ou etc., parce que finalement, tout ça, c'est des congés qui s'organisent comme d'autres congés. Et ben le jeune leader là, de la French Tech, qui est vraiment dans la construction d'un monde nouveau, il a dit, mais attendez, il n'y a plus de questions. Alors, c'est bien ce que vous évoquez sur la question du pourquoi ne se pose pas, mais lui, on sentait qu'il était déjà... il était déjà projeté dans en tant que jeune à construire un monde où les qualités elles étaient déjà installées. Alors, d'abord, il faut se méfier des illusions, parce qu'il y a beaucoup de déclaratifs chez les hommes. Après, quand on mesure les choses, souvent, il y a un monde entre la déclaration et ce qu'on mesure. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, sur la question du congé paternité, alors là, c'est vraiment une question complexe, parce que ce sont vraiment des sujets où très souvent, on peut avoir des effets pervers, on a des effets tout à fait paradoxaux. Et donc, c'est très compliqué de se faire une idée. Et c'est un sujet d'ailleurs dont on a souvent parlé avec Isabella Lenarduzzi, qui est la fondatrice et directrice de Jump, et sur lequel on n'est pas d'accord. Moi, mon idée, c'est que, mais c'est une femme, elle a eu des enfants, et moi je suis un homme, donc évidemment, l'expérience, pour le coup, alors là, pour des raisons biologiques, elle est très différente. Mais sans doute pas que ça, mais c'est sûr que moi, je sais pas ce que c'est que d'être enceinte et d'avoir accouché, par exemple. Bon. Donc, moi, mon idée, c'est que, comme dans certains pays scandinaves, le congé de paternité, je pense qu'il devrait être de même durée que celui des femmes et obligatoire. C'est surtout ça. Ça peut pas être un choix, parce que la femme, elle n'a pas le choix. Quand elle accouche, elle accouche. Si c'est à la carte pour les hommes, c'est vraiment... Alors pourquoi leur donner? Parce que c'est vraiment, on leur donne des congés, quoi, grosso modo. Donc, ou bien c'est obligatoire, et on considère que quand on a un enfant, eh bien, on ne peut plus aller sur son lieu de travail pendant un certain temps pour X raisons. Alors, les hommes en question, ils vont faire tout avec ça. Il y en a qui iront à la pêche. Il y en a qui n'auront plus de raison de répondre favorablement aux demandes de leurs femmes, parce que les jeunes femmes aussi ont des demandes que sans doute que leur mère n'avait pas, et encore leur grand-mère, donc ils n'auront plus de raison de ne pas y répondre. Il y en a aussi qui vont tout à coup se découvrir des intérêts personnels sur le temps passé avec leurs enfants, sur le rapport avec leurs femmes dans ces moments-là, etc. Et puis il y a ceux qui étaient déjà engagés, qui avaient déjà envie de ça. Mais je pense que pour aller vers une égalité par rapport aux entreprises, par rapport au marché du travail, il faudrait idéalement que ce soit obligatoire. Ce sont des questions très complexes. L'Espagne, par exemple, vient de voter une loi sur le congé menstruel. Et alors, j'entends ça, je me dis ah oui, c'est super. Moi, j'ai une question déjà qui m'avait traversé l'esprit. Formidable, évidemment, ça tombe sous le sens. Il y a des femmes qui ont besoin de ça. Voilà, il y a une ou deux journées par mois, c'est compliqué. Et puis j'ai entendu une femme dire oui, mais le problème c'est que déjà on nous demandait lors d'entretien d'embauche si on avait un projet de faire un enfant. Bientôt on va nous dire oui, mais vous avez des règles douloureuses. Et oui, ça veut dire que vous voyez les effets pervers. C'est formidable parce qu'effectivement, ça donne une possibilité aux femmes de vivre un peu plus tranquillement cette journée ou ces 2 journées par mois douloureuses, et en même temps, ça les met, c'est comme ça qu'il faut envisager le système. Dans tous ces paradoxes, ça veut dire que il faut travailler de front sur tous les sujets. C'est en changeant la culture des entreprises qu'on va pouvoir avancer sur des questions comme le congé de paternité ou le congé menstruel ou d'autres sujets, le pay gap ou des choses comme ça, mais en avançant sur tous les fronts en même temps. Et croire qu'un sujet en lui-même tient debout, non, parce il va être bouffé, de toute manière, il va être bouffé par les effets pervers.
Alors, tout à l'heure, on a évoqué le fait que vous interveniez dans les entreprises et que l'important, c'était quand même d'embarquer les hommes, et tout particulièrement les hommes décisionnaires, membres de board, avec tous les biais, ce sont des anciens proches de la retraite, et donc, hein. Euh, Est-ce que vous avez un exemple à partager, sans obligatoirement le nommer peut-être, mais quoique c'est du name and claim, d'un geste symbolique, d'une décision impactante que vous recommanderiez que justement les hommes dirigeants qui nous écoutent essayent de mettre en place pour changer la donne? Ah, que les hommes mettent en place. Oui, c'est-à-dire les hommes, puisqu'il y a beaucoup d'hommes dans les boards. Est-ce que vous avez voilà, un geste, une action qui va dans le bon sens pour déclencher euh, voilà, un regard Alors, différent? je vais vous donner une réponse que j'aime pas du tout, mais en même temps, elle est essentielle. Je vais pas vous citer c'est un groupe international dans lequel il m'arrive d'intervenir, un groupe mondial qui travaille dans 140 pays, et ils ont institué des bonus pour les cadres d'un certain niveau, selon le nombre de femmes managers dans leur département. Voilà. Donc ils ont un intérêt financier à engager les femmes. Alors nous, on en a entendu parler de ça, mais c'était poussé objectivement par la mise en conformité par rapport à l'index égalité. Non mais là c'est mondial. Hein. Hum, hum, Voilà. Et donc ça va. Alors ça c'est tout ça, c'est une question évidemment qui nous occupe parfois, que je trouve passionnante. C'est comment décliner, par exemple, la lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel dans 150 pays qui ont des lois différentes, des cultures différentes, des niveaux d'évolution sur ces questions différents. Ça sont des questions très complexes, très pour le coup, et passionnantes. Et voilà, pour répondre à votre question, je pense que ça c'est vraiment, c'est parce que symboliquement c'est très fort dans les entreprises. Moi qui idéologiquement et politiquement, je suis pas, c'est pas mon monde de prime abord, hein, le monde de l'entreprise et du grand capital. Ben là, du coup, je me dis, ben oui, voilà quelque chose de très symbolique dans ce monde-là. Voilà un hum, symbole qui correspond à ce monde-là. C'est, on va vous payer plus si, ça veut dire que ça a de la valeur. Ça veut dire que ça a de la valeur pour l'entreprise. Ça veut dire que les Hum, femmes, elles ont de la valeur. Voilà. hum. Ça me semble important. Après, individuellement, oui, individuellement, je vois des choses étonnantes chez des hommes, des cadres. Alors, de plus en plus, évidemment, des membres de Comex qui viennent dire, qui nous disent ou qui me disent, ah ouais, moi, à la maison, moi, j'ai deux filles. Ah, mais c'est deux féministes radicales. Moi, j'en mange du féminisme à tous les repas depuis 10 ans. Bon, évidemment, ces types-là, ils ont compris, et puis ça les fait rire, et puis bah oui, mais en fait elles ont raison, bah évidemment qu'elles ont raison. Donc évidemment, quand on est face à des hommes comme ça, bah c'est sûr que c'est plus facile, et puis on peut ensemble réfléchir à la manière dont on va faire les choses. On n'est pas face à des résistances, ça c'est sûr. Et il y en a de plus en plus. Et je vous disais tout à l'heure, parmi les conditions de l'émergence, le nombre d'enfants par femme. Alors, on le compte par femme parce que pour des raisons techniques, c'est plus simple. Mais ça veut dire que des hommes qui avant, des grands bourgeois qui avaient 6, 7, 8 enfants, en moyenne moitié-moitié garçon-fille, ils mettaient le paquet en termes d'instruction et d'engagement sur les garçons, et puis les filles, elles seraient bonnes à marier. Aujourd'hui, les mêmes ont un enfant, deux enfants, parfois trois. Bah, ça veut dire ils se retrouvent souvent avec une fille, deux filles, parfois que des filles. Et ça veut dire que bah, tout l'investissement qu'ils vont mettre sur leurs enfants, évidemment qu'ils vont le mettre différemment et beaucoup plus sur les filles. Et donc quand ils se retrouvent avec des filles qui se heurtent au plafond de verre, ça les rend fous furieux, ils comprennent pas. Et là, du coup, ils deviennent des grands militants de la cause féministe parce que c'est insupportable de voir la prunelle de leurs yeux se confronter à cette violence, sans même parler du harcèlement sexuel et de ce genre de choses. Mhm. Alors, nous avons une question de Geneviève Pernel en Normandie. Donc, les concepts de yin et de yang interdépendants sont également extrêmement anciens. Il y a eu des Amazones et des matriarcats. En Égypte ancienne, il y avait des femmes chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui explique que c'était possible malgré tout? Alors, il n'y a jamais eu de matriarcat. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est une légende.
Françoise Héritier disait que la croyance en l'existence du matriarcat était un signe du patriarcat. C'est-à-dire que on a beaucoup de légendes. Les Amazones, c'est une légende, hein, c'est de la littérature. Il y a personne qui dit que ça a existé. Hein, c'est de la littérature antique. C'est de la mythologie. Dans beaucoup de mythologies du monde, en Afrique, en Asie, il y a des histoires qu'on raconte dans le monde ancien où les femmes avaient le pouvoir. Et souvent, c'est une mythologie qui justifie le patriarcat. Parce que souvent, ce sont des histoires du type, les femmes avaient le pouvoir, elles avaient des arcs magiques, par exemple, je connais une histoire comme ça en Afrique, elles avaient des arcs magiques avec des flèches magiques, et un jour, les hommes qui étaient leurs esclaves se sont révoltés, ils ont cassé les arcs. Et à partir de là, les dieux ont donné le pouvoir aux hommes. Et c'est depuis que les femmes sont les esclaves des hommes. Voilà. C'est ce type de choses. Alors, des matriarcats, il y en a pas. Il y a des sociétés où les femmes sont moins dominées. Il y a des sociétés, si on prend les chasseurs-cueilleurs, par exemple, il y en a certaines où les femmes sont des esclaves. Une situation abominable. Il y en a où elles sont beaucoup mieux traitées. Mais la question dont je vous parlais tout à l'heure de la hiérarchie entre le masculin et le féminin, c'est un universel. Et puis, ça se retrouve parce que pour savoir si une société est un matriarcat ou un patriarcat, il suffit pas de regarder, tiens, qui a l'air d'avoir du pouvoir. Si vous allez en Italie dans une cuisine, la maman, elle a l'air d'avoir du pouvoir. Elle n'en a aucun. Si, elle est dans sa cuisine. Moi, quelqu'un qui a du pouvoir dans la cuisine qui me fait à manger, c'est pas du pouvoir, ça. Hein. Bourdieu a écrit des choses très intéressantes là-dessus. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est les structures familiales. Et Lévi-Strauss a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, il faut regarder comment fonctionnent les systèmes de filiation, c'est-à-dire par quelle filiation on appartient au groupe, les systèmes d'alliance, c'est-à-dire avec qui on peut se marier ou avec qui on doit se marier ou avec qui on ne peut pas se marier selon les groupes à l'intérieur de la société. Et puis les dénominations familiales, c'est-à-dire comment on considère les différents membres de la famille. Chez nous, par exemple, les enfants de vos tantes ou vos oncles, que ce soit du côté maternel ou paternel, leurs enfants sont les cousins. À gauche, du côté père et mère, c'est les mêmes, c'est les cousins, c'est les cousines, ça change rien. Il y a d'autres systèmes où c'est pas pareil. Du côté votre père, s'il a un frère, ce seront on appelle ça cousin, et puis de l'autre côté, ce sera un autre nom, et ils n'auront pas la même place hiérarchique dans l'arbre généalogique. Et ce qu'on observe, c'est que, dans ces cas-là, les femmes descendent d'un cran dans la hiérarchie, jamais les hommes. On n'a jamais observé un système de dénomination familiale où ça fonctionne autrement. Alors, pour de petits clins d'œil, nous vivons, si on prend les trois critères, donc filiation, alliance et dénomination familiale, on est dans un système cognatique semi-complexe de type Esquimau. Voilà. Il y a 6 systèmes de dénomination familiale qu'on a observés dans le monde. Il y en a 3 pour l'alliance et 3 pour la filiation. Et voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment, pour le coup là, on est vraiment dans dans le moteur du système social. C'est pas juste on observe, on arrive dans un village, on dit tiens, qui a l'air d'avoir le pouvoir ici? Ça marche pas comme ça. C'est comment on appartient au groupe, par quelle filiation, par quelles règles de filiation, quelles sont les règles de l'alliance et quelles sont les règles d'organisation de la famille. Et c'est là qu'on voit. Et dans tous les cas, il n'y a aucun système qui fonctionnerait même avec un matriarcat. C'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe. Mais alors évidemment, il y a eu l'un ou l'autre ethnologue qui ont dit j'ai découvert le matriarcat. Mais évidemment, bon, après, quand d'autres sont passés derrière, ils disent mais non, regarde les structures familiales, ça marche pas. Alors si vous allez chez le dentiste, parfois vous tombez encore sur des comment ça marche, qui vous racontent qu'il y a des matriarcats en Chine ou en Égypte, mais non. C'est plutôt dans des exceptions où les femmes ont réussi à prendre leur place. Oui. Et puis il y a même des peuples où les femmes ont une liberté sexuelle, par exemple, hein, une très grande liberté sexuelle. Enfin, on trouve plein de choses. Mais pour le reste, ça revient toujours à cette charpente. Évidemment, elle est née 200 000 ans avant l'émergence de toutes les civilisations. Donc évidemment, tout ça était déjà bien, bien lignifié, et tout s'est construit là-dessus. Donc c'est assez prévisible qu'on ait ces universaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si compliqué de les renverser. C'est en cours. La question encore une fois du contrôle des naissances et de la distribution des tâches de manière non sexuée, ça bouleverse toutes les cartes. C'est en cours. On est au milieu du gué. Et d'autres questions? Oui, Jean-Baptiste Kindermans a une question concernant l'organisation de l'entreprise face aux absences. Donc, comment l'entreprise doit intégrer et assumer l'absence des femmes pour cause de natalité? Est-ce que ça fait partie des discussions dans les groupes de travail en entreprise? Parce que bon, il y a le congé de maternité, mais maintenant il y a le congé de paternité aussi, on est d'accord. Mais comment est-ce que les entreprises travaillent à comment assumer l'absence des femmes
pour cause de, voilà, de natalité. Honnêtement, dans les grandes entreprises, c'est un problème marginal. Ça peut être, on peut encore considérer que ça peut être un problème dans une PME, par exemple. C'est sûr que quand il y a 3 employés, si jamais il y a 2 femmes qui tombent enceintes en même temps, bon, bah là, il faut s'organiser. Mais dans les grandes entreprises, c'est vraiment un détail du détail du détail. C'est même pas un sujet. C'est même pas un sujet. Et dans les entreprises agiles, visiblement, ça n'en est plus un non plus, puisque les jeunes prennent leur congé et s'organisent, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est possible. Ça reprend Bien sûr. Ça reprend les points sur l'émergence, sur le fait que la question ne se pose plus pour un groupe de personnes. Il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, vous avez énormément d'entreprises qui doivent repenser totalement leur business parce qu'elles sont dans l'énergie, dans le transport, parce qu'on est face à un dérèglement climatique qui fait qu'il faut repenser tout ça. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment un détail du détail du détail. C'est pas ça la question. Aujourd'hui, c'est comment réorganiser les entreprises, comment fonder un nouveau management qui permettra d'aller chercher les meilleurs talents, les gens les plus imaginatifs, les gens qui vont trouver des solutions parce que les problèmes sont colossaux. On n'est pas dans le business as usual actuellement. On est dans un truc où il faut réinventer. Et la crainte, l'exemple qui fait peur à tout le monde, c'est Kodak. Je sais pas si vous connaissez cet exemple. Kodak, donc c'était le numéro 1 de la vente d'un pellicule photographique au monde, indétrônable. Et puis voilà qu'arrive la photo numérique. Et donc Kodak a disparu. Eh bien, on s'est rendu compte que Kodak, qui avait une structure extrêmement verticale, classique, en fait, avait dans ses tiroirs un prototype d'appareil numérique révolutionnaire, qui aurait dû placer Kodak numéro 1 mondial de la photo numérique. Voilà. Mais de par l'organisation verticale de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on essaie de casser un peu partout, en mettant de la diversité, en mettant de l'inclusion, etc., des gens différents, en vantant le mérite des équipes, avec des gens très différents entre eux, mais avec de l'inclusion évidemment, eh bien Kodak a disparu. Et ça c'est un des exemples, par exemple, qui traîne beaucoup dans les discussions, qui fait peur à tout le monde, de se retrouver dans cette situation tellement absurde. Donc non, la question, honnêtement, la question des grossesses, c'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème pour les grandes entreprises. Et qu'est-ce que vous pensez des outils qui fleurissent quand même dans les entreprises, qui sont les D&I Champions ou les anges gardiens contre les biens conscients, c'est-à-dire cette organisation pour essayer de se libérer justement d'un certain nombre de carcans? Ah ben les biens conscients, ça c'est un des sujets fondamentaux sur lesquels on travaille, hein. Ça c'est sûr. C'est à partir du moment où on décide d'y aller, c'est par là qu'il faut commencer, les biens conscients. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux angles morts, hein. C'est tout ce qui fait. Alors notamment dans les process, parce que c'est là où il faut commencer par travailler. C'est modifier les process pour les nettoyer de tous les biais. Parce que généralement on s'en rend même pas compte, mais le process en lui-même, par exemple, la manière de rédiger des offres d'emploi, par exemple. Je vous parlais tout à l'heure des concepts et de la manière dont ils s'organisent, dont ils sont charpentés sur une hiérarchie. Ça veut dire que chaque mot aujourd'hui dans les offres d'emploi chaque mot doit être pesé, doit être réfléchi, chaque expression, chaque tournure de phrase, y compris dans les traductions, pour être certain que, selon les mots qu'on emploie, les tournures de phrases, on ne dise pas, sans le dire, on cherche un homme. Et parfois on voit des offres, j'ai fait l'exercice récemment avec des directeurs ressources humaines, et il y avait 2 ou 3 offres d'emploi, et c'était, ça crevait les yeux quand on pensait le texte avec ce regard-là, ça crevait les yeux. Il y avait qu'un homme qui pouvait y répondre, alors qu'en réalité, ils avaient même envie d'avoir des femmes parce qu'il en faudrait dans leurs équipes. Mais donc voilà des biais par exemple. Donc ça veut dire que dans les process, il faut travailler sur les biais. Chez l'individu, il faut travailler sur les biais pour qu'il soit conscient qu'il a des biais et qu'il puisse y faire attention pour ne pas tomber dans la répétition des stéréotypes et de la discrimination. Et puis évidemment travailler sur la culture des entreprises, donc sur l'awareness et puis sur la formation à tous les niveaux, du haut en bas, mais ça doit toujours s'inscrire dans une volonté de la part de la direction de l'entreprise. Si la direction de l'entreprise n'est pas convaincue, c'est compliqué que ça je me souviens d'une entreprise où j'étais intervenu, très très grande entreprise dans le domaine du transport.
Et on pensait qu'il y avait un problème avec des cadres, et quand on est arrivé, on était deux, une collègue et moi, et on s'est rendu compte que les cadres supérieurs, hein, ne posaient pas de problème, ils étaient demandeurs. C'était la direction qui posait problème. Et alors là, ça c'est peine perdue. Donc la première chose, il faut que la direction soit convaincue et désireuse et demandeuse de ces transformations. Et peut-être qu'elle soit exemplaire. C'est-à-dire qu'elle s'implique. Elle doit être exemplaire. Bien sûr, elle doit être exemplaire. Est-ce que vous avez encore une question, les participants? Parce que là, il va falloir clôturer peut-être. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait, l'égalité homme-femme, c'est un peu la mère de la diversité? C'est-à-dire de la capacité à accepter des gens différents de soi, plus différents de soi qu'une femme de la même société, de la même éducation que soi. J'ai l'impression que c'est presque plus facile quelque part, ou tu as l'impression que c'est plus difficile? C'est très difficile à répondre intuitivement, je dirais que c'est plus facile. En tout cas, ça dépend des sociétés sans doute. En tout cas, dans la société française, c'est sans doute plus facile pour un certain nombre d'hommes. Ça dépend des métiers aussi. Dans un certain nombre de métiers, ça va être plus facile d'accepter une femme qui sera de la même condition sociale que soi, qui a fait les mêmes écoles, qui a les mêmes références, les mêmes valeurs. Dans d'autres métiers, l'idée même qu'une femme puisse venir travailler dans les métiers vraiment non mixtes, ça reste encore très très incongru. Il faut savoir qu'en Europe, 80% des métiers ne sont pas mixtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 40% d'un des deux sexes. Dans ces métiers-là, là c'est autre chose. Là vraiment, c'est l'idée de la question du sexe, elle est essentielle. Et dans ces métiers-là, on acceptera plus un homme noir, par exemple. Donc ça dépend des métiers, ça dépend des types de business, ça dépend des niveaux hiérarchiques, ça dépend de plein de choses. Je pense pas qu'on puisse répondre de manière univoque. L'important, c'est d'avancer petit à petit les lignes dans la bonne direction. Est-ce que vous, parce que là malheureusement le temps a tourné, est-ce qu'il y a un message de la fin que vous souhaiteriez donner à peut-être les jeunes? Oui, c'est de se dire qu'on vit une époque formidable malgré tout ce qu'on nous dit tout le temps. Parce qu'on cesse de nous dire qu'on vit une époque catastrophique, horrible. Bon. Je préfère vivre aujourd'hui qu'en 1942. Les époques horribles, l'histoire de l'humanité en a connu beaucoup, beaucoup. Et on vit quand même une époque formidable. Dans le sens où, encore une fois, on assiste à des transformations qui sont parfois compliquées, parfois douloureuses. Mais cette transformation-là, cette transformation qui nous amène à penser l'individu réellement comme égal, quel que soit son sexe, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, son handicap, son background social. On n'y est pas encore, mais ce chemin-là, c'est sans doute un des chemins les plus passionnants, les plus porteurs et les plus merveilleux et qui me donnerait envie de vivre 300 ans pour continuer à l'observer. Voilà, donc surtout aux plus jeunes, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Soyez radicaux, soyez radicales, renversez la table, parce que de toute façon, on va la renverser, elle sera renversée. Donc, autant le faire très vite. Et en plus, on a envie qu'elle se renverse, cette table, en ce qui nous concerne, donc c'est un propos qu'on aime bien. Sylvie, peut-être est-ce que tu souhaites… Je te remercie, Patrick, c'était super. Avec plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin? Écoutez, non, c'était mon mot de la fin. Et puis On après, vit une époque formidable. Voilà. Et puis si vous voulez aller au cinéma au mois de septembre, n'hésitez pas. Voilà, la mesure des choses. Voilà, j'ai tout mis dans tous les bons cinémas de France. Voilà, dans l'onglet conversé, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez aller les uns et les autres piocher les liens intéressants concernant effectivement Patrick, concernant son nouveau film, qui je suis sûre va être passionnant, qui est effectivement parce que les rôles effectivement sont tellement attribués, l'homme doit s'approprier, mesurer, prendre, grandir, être orgueilleux, etc. Et donc je pense que l'hubris, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant du côté de la psyché masculine. Donc je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et puis beaucoup de plaisir à tous nos participants et participantes pour continuer à cheminer ensemble. Merci beaucoup. À bientôt.
Avant que vous quittiez le Zoom, tous les participants, juste trois choses. Bon, d'abord, n'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le groupe LinkedIn pour participer à notre actualité, voir à co-construire ce réseau Women que l'on essaye de construire avec Sylvie et Alexia. Le replay, comme Sylvie vous l'a mis dans Converser, sera disponible dans quelques jours, si vous souhaitez donc le partager. Trois dates à retenir. Voilà, ça c'est important. Donc, le mardi 7 juin, en présentiel, il va y avoir la projection du film Animal de Cyril Dion, qui est Un autre avenir. Et à l'UGC Bercy, le rendez-vous est à 18h30. Il y aura la projection du film. Ensuite, il y aura un débat avec la marraine de l'initiative de Neomax et Engage for Positive Impact, et qui est la CEO de la société Aigle, et qui débattra avec le réalisateur. Et puis, il y aura un temps de networking où enfin on va se retrouver. Vous avez le lien d'inscription qui a été mis par Sylvie. Une autre date, c'est le prochain jeudi de Women dont je vous ai parlé sur la parentalité, qui sera le 16 juin, où là, donc, on donnera la parole au papa. Vous avez également le lien pour vous inscrire. Et puis, troisième date, c'est une date qu'on vous propose juste avant de nous quitter cet été, donc le jeudi 7 juillet à 19h, en présentiel à l'Apogée. On vous redonnera l'invitation, etc., par les voies néomiennes habituelles, mais ça sera donc une dégustation augmentée. L'idée, c'est d'avoir une expérience immersive avant de pouvoir faire du networking entre nous, donc un networking un peu waouh au départ. Donc voilà, autour de la découverte de vins choisis. Donc ça, c'est le 7 juillet à 19h. Donc là, on regrettera bien entendu tous les participants qui sont des régions ou des pays limitrophes. Ne vous inquiétez pas, on compte bien continuer les événements en ligne à la rentrée, mais on est très content quand même de pouvoir refaire quelques événements présentiels en Île-de-France. Donc on espère retrouver les membres de l'Île-de-France. Voilà, écoutez, encore une fois, merci Patrick pour cette discussion. Et avec plaisir. Avec Sylvie, on vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et une très belle fin de semaine également. À bientôt. Merci beaucoup. Un tout grand merci Patrick.